de la revue à mi-parcours du contrat de désendettement et de développement. Bilan positif, mais des défis restent à relever. Lutte contre le travail des enfants, la première dame mène toujours le combat sur le terrain. Hier, à San Pedro, Dominique Ouattara a lancé un appel à la mobilisation de tous pour éradiquer le fléau. Et puis, second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, près de 800 000 électeurs élisent leur président depuis ce matin. Bienvenue à tous. Vous le savez, le souhait du chef de l'État est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et pour atteindre cet objectif, le district de Yamoussoukro a sa petite solution. Et c'est pour la partager avec les Ivoiriens que le gouverneur du district de Yamoussoukro est notre invité ce dimanche. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez votre petite astuce pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Mais avant toute chose, je souhaiterais, madame, vous remercier, vous personnellement, qui nous recevez aujourd'hui sur ce plateau. Remercier tous les techniciens de la RTI qui, dans l'anonymat le plus total, rendent cette émission possible. Remercier le DG de la RTI et, à travers lui, madame le ministre de la Communication. Quelle est votre astuce alors? Écoutez, en plus d'actions que nous menons sur le terrain, telles que Yanouvelle, que nous allons avoir l'occasion de présenter tout à l'heure, le district autonome de Yamoussoukro s'est doté d'un plan stratégique de développement que nous avons chiffré à 600 milliards de francs CFA, étalé sur 15 ans et qui balaie tous les champs de l'activité économique et industrielle de développement. Nous avons identifié 300 actions, dont 96 prioritaires. Mais nous ne nous limitons pas à ça. Nous aurons donc le temps de revenir à vous dans une trentaine de minutes. Le temps pour nous de feuilleter les pages de l'actualité nationale. Commençons déjà par cette tournée du président de l'Assemblée nationale, tournée qui s'est achevée hier par un grand meeting à Agboville. La paix et la cohésion étaient au centre de son message adressé aux populations. Victorine Yaoyoboué. Le peuple abé ne veut pas être vaincu, mais convaincu. Car quand l'abbé aime, c'est pour toujours. Au bout de 8 jours de tournée dans la région de l'Agnébitiassa, Guillaume Kigbafori Soro a su, avec des mots d'apaisement et de réconfort, conquérir le cœur des peuples abé et Krobou d'Agoville, sans oublier les populations de Sikinsi, de Tiassalé et de Taabo. Elles l'ont démontré à travers leur mobilisation et la qualité des dons au président de l'Assemblée nationale. Mais surtout à travers leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. J'en suis convaincu, profondément convaincu, les peuples abé, Krobou, Abidji, Agni, Abidji-Agni, Elomouin, Souamlin et Baoulé applaudiront dès demain le nouveau pouvoir si celui-ci engage de grandes actions pour soulager les souffrances quotidiennes comme il le fait dans d'autres régions par la construction d'infrastructures économiques de base, par l'assainissement de leur cadre de vie et par l'amélioration de leurs conditions de vie, Monsieur le Président. Ces populations, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, voudraient en plus vous charger de dire au Président de la République que ses parents, ses frères et sœurs d'Agoville lui adressent une invitation ferme à venir leur rendre visite. Certainement qu'au cours de cette visite, nos nombreux problèmes trouveront leur solution. Quant au porte-parole des chefs de l'Agnébitiassa, il a lancé un appel solennel à la population de ne pas céder aux manipulations de ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos enfants qui seraient encore tentés de se faire enrôler par les assaillants de renoncer à cette intention funeste. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'esprit républicain de ces populations de l'Agnébitiassa. L'accueil chaleureux, la mobilisation exceptionnelle finissent de me convaincre de l'attachement incontestable de la région de l'Agnébitiassa à la République. Le président me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire n'ira pas sans l'Agnébitiassa.
La Côte d'Ivoire, une et indivisible, réconciliée avec elle-même, ne peut que compter avec l'Agnébi-Tiassa. Comme il l'avait fait dans la région du Gor, le président du Parlement ivoirien, avant de quitter la région de l'Agnébi-Tiassa, a mis en mission les chefs, gardiens de nos traditions, pour sensibiliser au pardon et à la réconciliation, seul gage pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez entendu, aux populations, Soro Guillaume a demandé la paix pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les populations qui ont réagi au micro de Victorine Yaoyobwe. Regardez. La région de l'Agnébi-Tiassa et de manière particulière le peuple Abé Krobo. Ce peuple-là vient de passer plus de 4 jours avec le président de l'Assemblée nationale. Moment extrêmement important d'échange, où la vérité de ce peuple-là a été vécue par le président. Les messages forts ont été donnés par le président. La fracture qui existait entre les gouvernants et le peuple de l'Agnébi-Tiassa, cette fracture aujourd'hui est réparée. Ce que je retiens, c'est que la population est sortie massivement. J'espère également que la population avait envie de se réconcilier également. Elle a évoqué des préoccupations, notamment les préoccupations de développement, de sécurité et de cohésion sociale. Je suis heureux que les choses se soient passées sans le moindre incident. Notre région a connu des hauts, mais à un moment donné a connu des bas. Et il ne faut pas que cela perdure. Et que Abouville, que Tiassalé, que Sikansi, que Tabou, faisant partie de cette région de l'Agnébi-Tiassa, reprennent véritablement le chemin de la cohésion, le chemin de la réconciliation, le chemin du développement. C'est les prémices de la réconciliation. Notre première pensée, c'est au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que le président de l'Assemblée nationale nous rende visite pour ouvrir le chemin. Fin de la revue à mi-parcours du contrat de désendettement. Bilan jugé positif. Le Premier ministre se dit satisfait, mais d'autres défis restent à relever, nous dit Hervé Blé. Le bilan à mi-parcours du premier contrat de désendettement et développement CDD est positif. C'est le résultat de 4 jours de travaux, marqués par des échanges entre parties ivoiriennes et françaises. Un bilan satisfaisant pour le Premier ministre Danek Ablan d'un camp. Le bilan du premier CDD est un succès. Dans le second CDD, les deux parties sont accordées sur les secteurs à financer, à savoir les 6 secteurs du premier CDD que sont la santé, l'éducation, formation, emploi, l'agriculture et la biodiversité, le secteur urbain, l'eau et l'assainissement, les infrastructures donc de transport, et enfin la justice et l'état de droit, auxquels s'ajoutent les secteurs nouveaux suivants: la croissance inclusive ou la protection sociale, l'énergie, le monde rural, électrification rurale, désenclavement des villages, eau potable. 6 projets du CDD avancent normalement, 6 autres s'exécutent lentement et 3 connaissent des difficultés. Ces informations et bien d'autres sur le premier contrat de désendettement et développement CDD, mais également sur le deuxième en préparation, pourront désormais être consultés sur les sites consacrés au C2D. C2D.gouv.Côte d'Ivoire. Pour faire de la communication, il faut travailler en transparence et ce site est effectivement un instrument de travail, un instrument d'information pour cette opinion publique qui devient d'ailleurs de plus en plus, quand c'est comme cela, exigeante sur la qualité de l'information qui lui est donnée. Le site du CDD fonctionnel depuis vendredi a été élaboré par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Son objectif, rendre accessibles les informations sur le CDD, une plateforme de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Lutte contre la traite des enfants. La première dame à San Pedro hier, Dominique Ouattara, a eu une séance de travail avec les producteurs de la région. Elle les a appelés à la mobilisation pour la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Faisons le point avec Viviane Aimé. L'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à San Pedro ce samedi était un événement de grande importance pour cette grande ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
Autorités préfectorales, élus, personnalités administratives et civiles, notabilités coutumières et plusieurs groupes d'animation sont venus lui souhaiter l'Ayokaka dans la cité côtière. Après l'aéroport et une halte à la résidence du préfet de région pour les salutations d'usage, c'est le grand espace de la place Rotary, situé dans le centre-ville, qui a accueilli la présidente du comité national de surveillance et sa délégation. Cette visite de la première dame à San Pedro se voulait toute particulière. En effet, c'est en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants dans la cacao-culture ivoirienne que la première dame effectuait cette visite pour rencontrer les nombreux producteurs de cette région du sud-ouest, grande productrice de ces deux cultures de rente. L'importance de cette rencontre était marquée par la présence des ministres Koulibaly Sangafoua de l'agriculture et Anne Ouloto et Moussa Dosso, respectivement vice-présidente et président du comité interministériel de lutte. Et également par la présence des ambassadeurs de France et de Belgique et le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, et par la présence aussi des représentants des sociétés d'exploitation et de transformation du café cacao. Sur cette place attendaient déjà près de 1000 producteurs de la région rassemblés grâce aux soins du Conseil Café Cacao. Le ministre de l'Agriculture les a invités à prêter une oreille attentive au message de la première dame, car grâce à son leadership dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire, la menace de boycott international sur le cacao ivoirien est maintenant dissipée. Toutefois, la vigilance doit être de mise, a-t-il souligné. Madame la Première Dame, avant la prise en main par vous des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants, l'économie cacaoyère de notre pays était sous une forte menace d'embargo au niveau mondial. Grâce à votre implication personnelle et à travers les actions menées par le Comité national de surveillance, la Côte d'Ivoire est passée d'une situation de pays sous surveillance à celle des pays qui font des efforts dans le sens de la conformité aux normes de la Tracking Victim Protection. C'est donc ce qui, à juste titre, vous a valu les félicitations du Congrès américain et de toute la communauté internationale. En ce qui nous concerne, nous avions alors joint notre modeste voix à celle de tout le monde agricole et à ses félicitations par un courrier que nous vous avions adressé le 17 juillet 2012 et qui exprimait, au nom de la famille agricole, toute notre fierté et notre souhait sincère de continuer à bénéficier de votre bienveillant soutien afin que notre pays puisse accéder à la catégorie 1 des normes TVP. Et c'est un appel à la mobilisation de tous les producteurs de Côte d'Ivoire pour éradiquer définitivement du sol ivoirien ce fléau qu'est la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao-culture que la présidente du Comité national de surveillance, le CNS, a lancé, s'adressant à son tour à ces milliers de producteurs présents. Le gouvernement d'État américain a revu son jugement sur notre pays. Nous avons été reclassés de la catégorie 2 sous surveillance à la catégorie 2, ce qui veut dire que les efforts de notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants sont reconnus. C'est une avancée encourageante. Cependant, nous devons faire davantage d'efforts et nous mobiliser tous autour de ce problème grave. J'invite donc chacun et chacune d'entre vous à veiller à ne pas utiliser les enfants comme main-d'œuvre dans les plantations, car cela peut nuire aux fruits de votre travail et à l'image de la Côte d'Ivoire. Après les allocutions, a suivi un panel riche d'informations pour tous ces producteurs. Et sur ces images, après les échanges, place à l'acte, la présidente du Comité national de surveillance, Mme Dominique Ouattara, s'est rendue sur le terrain. Elle a visité des champs de cacao. Et nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Visite des investisseurs américains et chinois à Boaké. Ces opérateurs économiques ont à cœur de relancer l'économie dans la région du Beké. Reportage Charles Tato. Fruit du contact du président du conseil régional avec les opérateurs économiques étrangers,
Cette mission de prospection économique traduit le désir des investisseurs américains et chinois d'aider à la réhabilitation du tissu économique de la région de Gbeke. Rencontre d'échange avec les autorités locales et les leaders de mouvements et associations. Visite des sites touristiques et tournées dans les unités industrielles ont marqué le séjour de ces investisseurs, répondant ainsi à l'appel du président du conseil régional de Gbeke. L'État a tellement de challenges, tellement de défis à relever, tellement de structures à financer. Il nous appartient à nous autres, responsables des structures, d'aider l'État en nous tournant vers la coopération décentralisée. Et c'est ce que nous avons fait en faisant venir des investisseurs américains et chinois pour venir nous aider à appuyer le gouvernement dans les actions de développement. Ils sont intéressés par tout ce qui peut être générateur d'emplois, parce qu'ils ont trouvé que le problème de l'emploi des jeunes est important pour la région, on leur avait expliqué ça. Donc ils vont d'abord commencer par les usines que vous avez vues pour voir comment ils peuvent réhabiliter les usines ou créer de nouvelles usines pour accroître la capacité d'emploi des jeunes. Les investisseurs américains et chinois ont étendu leur mission aux autres villes de la région, Sakassou et Béoumi, où le lac de Kossou et le centre de formation pour l'élevage des bovins ont été également visités. Et toujours dans le domaine de l'économie, les ministres de l'énergie du Ghana, de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire ont procédé le vendredi 16 mai à la signature d'un protocole d'accord. Objectif, réaliser le projet commun en vue de la création de la société gazière sous-régionale. On fait le point avec Patrice Kouakou et Franck Kouadio. La présente signature de protocole d'accord des ministres de l'énergie du Ghana, de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la mise en œuvre de la création d'une société gazière. Cet acte permettra de franchir les prochaines étapes de ce projet commun. Entre autres, le lancement d'un appel d'offres international pour la sélection du consultant devant réaliser l'étude de faisabilité. Je me réjouis tout particulièrement des résultats qui ont été obtenus pour avancer. Après Malabo, nous nous sommes rencontrés en mars à Malabo, nous nous sommes rencontrés en avril à Accra, 14 et 15 avril, et nous voilà le 16 mai à Abidjan pour parapher un protocole d'accord qui est important parce qu'il confirme la volonté des trois pays de créer cette société gazière régionale. Le projet de création de la société gazière sous-régionale va aider à pallier le déficit en gaz. Il va également aider à développer les infrastructures nécessaires à la production et à la commercialisation du gaz naturel. L'importance de la fourniture du gaz est vitale pour faire face au développement et à la forte demande du secteur des trois pays. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a initié une opération de régularisation qui s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la délivrance des arrêtés de concession définitive qui confèrent la pleine propriété en zone urbaine. Les explications de Ben Touré et d'Alexis Ouedraogo. 16 missions pour parcourir en un mois les 31 chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. Objectif, réguler des lotissements appliqués non approuvés. C'est le marathon auquel s'est adonné le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Il a tenu à faire le point de ces missions. Nous avons reçu 600 plans de lotissement appliqués, non approuvés. Et sur les 600 plans, on a pu, traiter 600. Préparer des arrêtés que le ministre a signés, ils sont au nombre de 400. Et la direction de l'urbanisme, qui est un de nos services compétents à la matière, dispose d'un délai de 4 jours pour procéder à la diffusion de ces textes-là auprès des différents préfets, auprès des différents acteurs de la chaîne foncière à l'intérieur du pays. Il est évident que l'État veut régulariser des lotissements, mais jusqu'à quand le fera-t-il? Il y a eu une situation, mais ça ne veut pas dire que ça va prospérer. Logiquement, à la fin du mois de mai, on ne devrait plus pouvoir recevoir des plans de lotissement appliqués non approuvés. Désormais, n'est-ce pas, les lotissements villageois ne vont plus se faire. C'est-à-dire que c'est un lotissement qui n'est pas encadré par l'administration. Selon le ministère en charge de la construction, une cartographie des lotissements irréguliers d'Abidjan verra le jour d'ici la fin du mois de mai. En attendant, les plans de lotissement, eux, continuent de pleuvoir sur la table du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Un salon de l'élevage a été organisé du 13 au 16 mai dernier à l'esplanade du plateau pour faire la promotion de l'élevage en Côte d'Ivoire. Au troisième jour de ce salon, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, est allé encourager les participants et surtout les organisateurs de ce salon dénommé Agropastoral 2014, nous dit Francis Boifo. Des échanges entre professionnels des différents corps de métier de l'élevage et des industriels. Cela se passe au salon de l'élevage dénommé Techno-Pastoral 2014 à l'esplanade du plateau. Au troisième jour de l'exposition, le salon a enregistré la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjumani dit vouloir encourager les organisateurs de Techno-Pastoral 2014 qui visent la promotion de l'élevage en Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un élevage intensif de sorte à être autosuffisant demain. Et je crois que ces salons pareils donnent l'occasion aux Ivoiriens de prendre conscience de ce que, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des potentialités énormes qui s'offrent à l'élevage. On a de l'herbe, on a de la terre. Ailleurs, il n'y a même pas d'herbe, mais pourtant, ils sont réputés pour être des grands éleveurs. Et donc, nous voulons montrer à la face du monde que les Ivoiriens aussi, ils peuvent faire de l'élevage. Ouvert mardi dernier, le salon de l'élevage dénommé Techno-Pastoral 2014 s'est achevé ce vendredi. Les participants ont été instruits sur des thèmes tels que la protection de l'environnement par la valorisation des déchets issus de l'élevage et des abattoirs. La Société mathématique de Côte d'Ivoire a organisé la 12e édition du concours Miss Mathématiques. Ce sont 412 jeunes filles de classe de 3e et de terminale C des établissements secondaires de Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette édition. L'objectif de ce concours est de motiver la jeune fille à plus s'intéresser aux mathématiques, nous dit Eve Boué et Franck Quadio. Samedi matin, une épreuve de mathématiques bien particulière. Face à la feuille de composition, Emmanuela Nguessan, élève en classe de 3e au lycée moderne 1 de Grand Bassam. Elle fait partie des 412 jeunes filles retenues pour la phase finale de la 12e édition du concours Miss Mathématiques qui s'est déroulé ce 17 mai au lycée Sainte-Marie de Cocody. Ce concours permet de valoriser les jeunes filles et surtout de les amener à aimer les maths. Miss Mathématiques est un concours initié par la Société mathématique de Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Objectif, motiver et encourager les jeunes filles à s'orienter de plus en plus vers les séries scientifiques. Nous avons constaté que les filles font un parcours égal avec les hommes jusqu'au niveau de la 3e. À partir de la seconde, elles baissent les bras. Elles trouvent que les mathématiques sont un peu amères. Pour les encourager, nous avons institué ce concours-là à titre spécial pour les jeunes filles. Les objectifs, c'est de sortir des vraies beautés qui ne sont pas que physiques, mais qui sont des beautés intellectuelles, qui vont se bonifier et puis demain assurer l'avenir de la Côte d'Ivoire. 2 centres sont retenus pour cette phase finale, le lycée Sainte-Marie de Cocody et le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Les résultats seront proclamés après ceux du baccalauréat. Les 3 lauréates bénéficieront d'une bourse présidentielle pour poursuivre leurs études en Europe ou aux États-Unis. En image, la Guinée-Bissau vote depuis ce matin pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 800 000 électeurs aux urnes. Le pays souhaite ainsi tourner la page de 2 ans de transition ouverte le 12 avril 2012 par un énième coup d'État militaire. Et ici en Côte d'Ivoire, les femmes catholiques du diocèse de Yamoussoukro veulent assurer leur autonomie financière. Un dîner gala des femmes catholiques est organisé pour recueillir des fonds pour le financement des activités agricoles. Reportage Ouattara Walter, commentaire Kwadjo Kwame. Rechercher les moyens pour assurer l'autonomie financière des femmes du diocèse de Yamoussoukro. Préoccupation à laquelle s'attelle l'Association des femmes de l'Église catholique de Yamoussoukro, AFEC. Cette association a organisé un dîner gala de bienfaisance afin de mobiliser des fonds. Les retombées financières de ce dîner vont servir à financer des activités génératrices de revenus pour les femmes sans emploi et soutenir celles du monde agricole.
Ces fidèles catholiques veulent également contribuer à la réduction de la cherté de la vie. À cet effet, elles viennent d'acquérir une parcelle cultivable de 20 hectares. La situation géographique de la Côte d'Ivoire nous permet aujourd'hui de pouvoir réussir dans les activités champêtres. L'homme souffrira à la sueur de son front pour se nourrir. Et là, nous voulons vraiment suivre cet exemple-là pour organiser ces femmes pour que nous puissions quand même sortir de la pauvreté. On va rassembler ce fonds, quel que soit le fonds. Si on a eu 100 000 ou 50 000 francs, on ira cultiver la terre. Les femmes catholiques ont bénéficié du soutien des sœurs religieuses venues du Bénin et de certains dignitaires religieux de la région du Bélier. Une vente aux enchères d'œuvres religieuses et des prestations artistiques ont meublé ce dîner-gala de l'Association des femmes catholiques du diocèse de Yamoussoukro. Le partenariat public-privé est l'une des solutions toutes trouvées par le district de Yamoussoukro pour contribuer au développement des régions. Pour vous éclairer, comme annoncé, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est notre invité ce dimanche. Monsieur le gouverneur, le décor est planté. Pouvez-vous nous présenter votre district et sa zone de compétence? Merci madame. Le district autonome de Yamoussoukro a connu plusieurs évolutions. Il a été créé sous une première forme en 1996 et a eu comme premier gouverneur maître Jean Konambani. À l'époque, on disait ministre résident. Puis, le district a été créé sous une seconde forme par une loi 2002, numéro 44, du 21 janvier 2002, portant statut du district autonome de Yamoussoukro. Ce district a été dirigé par M. Ndri Kofi Apollinaire et il comprenait donc un gouverneur, 5 vice-gouverneurs, un bureau du district et un conseil du district. Aujourd'hui, le district a connu une autre évolution. Initialement, le district de Yamoussoukro comprenait 5 départements, Yamoussoukro, Tiandiekro, Didiévi, Atiéguakro. Une ordonnance de juillet 2012 a ramené ce district à 2 départements, Atiéguakro et Yamoussoukro. Monsieur le gouverneur, vous avez beaucoup à dire sur votre district, mais du coup, le partenariat public-privé, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est en termes de budget, Yamoussoukro, c'est 3,50 milliards. L'État ne peut pas à lui seul financer le développement de toute la Côte d'Ivoire. Et je crois donc qu'il nous appartient à nous, gouverneurs de district, présidents de région, de faire preuve d'un peu d'imagination pour essayer d'aller chercher en Europe ou ailleurs les partenaires financiers et techniques qui sont d'accord avec nous, leur présenter des projets viables et suffisamment intéressants pour eux, pour qu'ils acceptent de s'associer à nous dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et c'est exactement ce que nous avons fait à Yamoussoukro. Mais ce partenariat, comment il peut contribuer au développement des régions de façon concrète? Prenons l'exemple de la société Ya Nouvelle que nous avons créée. Yaa Nouvelle est un mot composé du prénom Yaa, qui en réalité est le vrai prénom, c'est pas Yamousso, c'est Yaa, et Nouvelle qui est le nom d'une société de droit suisse qui est dans le négoce international. Nous avons donc créé Ya Nouvelle et nous nous sommes fixés comme objectif de développer la riziculture, la pisciculture, le café-cacao et le vivrier. Nous allons revenir sur ce projet, mais le président de la République a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Qu'en pensez-vous? Je pense que j'adhère totalement à cet objectif que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a fixé. Et il se démène pour nous trouver les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Mais il en va de l'émergence, comme le disait le président Houphouët-Boigny, de la paix. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je crois que j'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier ce désir du président de la République et à commencer à être émergents eux-mêmes, si je peux ainsi m'exprimer. L'émergence commence par nous-mêmes. Et il faut que chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même et réponde à cette question que le président Houphouët-Boigny avait posée à l'époque. Chaque jour, chaque Ivoirien doit se demander « ai-je bien fait ce que je dois pour mon pays ?» Donc vous, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez au niveau du district pour y arriver? Mais nous avons commencé par la riziculture. Et ce projet a été lancé en présence de M. le Premier ministre Kablan Duncan il y a environ 1 an.
Mais avant cela, nous avons d'abord essayé d'avoir l'adhésion de notre cible. Parce que d'une façon générale, quel que soit le projet que vous lancez, si les personnes auxquelles vous destinez ce projet-là n'adhèrent pas à votre projet a de fortes chances d'échouer. Nous avons d'abord commencé par convaincre les autorités traditionnelles, puis nous nous sommes adressés aux riziculteurs que nous encadrons et nous leur avons expliqué notre projet et ils y ont adhéré. Au terme d'un an d'action, nous sommes arrivés à mettre en valeur 30 hectares. Nous avons d'abord commencé par créer des fermes semencières de riz. Alors que le rendement moyen pour la riziculture en Côte d'Ivoire est de 4 tonnes à l'hectare, nous avons pu, nous, mettre au point une semence qui produit 6 tonnes à l'hectare. Et nous avons l'intention, dans nos projets, de porter cette production à 10 tonnes à l'hectare. Donc, sur 30 hectares, nous sommes arrivés à produire 90 tonnes de riz. D'un riz local, produit à Yamoussoukro et qui s'appelle Yaakro Avié. Monsieur le gouverneur, nous allons donc marquer une courte pause pour suivre justement vos actions sur le terrain, fruit du partenariat public-privé. Regardez. L'électrification villageoise, l'adduction en eau potable, le désenclavement des régions, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Des chantiers énormes quelque peu insurmontables pour l'État. La raison, les contraintes budgétaires. Une autre alternative doit être donc trouvée. Il s'agit du partenariat public-privé. C'est dans cette dynamique qu'en 2012, le district de Yamoussoukro a signé un protocole d'accord avec une société de négoce internationale basée à Genève, mais qui a une forte présence en Afrique. Aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat, 90 tonnes de riz ont été produites et sont déjà en vente sur le marché. Le projet a aussi permis l'installation de 79 jeunes revendeurs. L'objectif est de produire à terme 300 000 tonnes de riz blanc par an, mais surtout offrir 15 000 emplois directs. Le partenariat public-privé PPP, une stratégie qui date de plusieurs années. Un partenariat pragmatique entre une administration résolue et un opérateur privé efficace peut générer des retombées concrètes et durables pour les populations. Monsieur le gouverneur, notre reporter l'a si bien mentionné, vous avez initié certains projets, dont le projet Yanovel, lancé en présence du Premier ministre le 22 août 2013 à Yamoussoukro. Comment avez-vous nourri ces idées? C'est votre bébé, comment vous l'avez conçu? Oui, écoutez, je suis suffisamment âgé pour avoir connu une Côte d'Ivoire non seulement autosuffisante en riz, mais exportatrice de riz. Et Yamoussoukro est encerclé de bas-fonds qui, à l'époque du président Houphouët-Boigny, ont été mis au point. Et puis, insuffisamment ou mal exploités. Partant de ce constat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour encadrer les paysans qui produisent du riz, souvent un riz de mauvaise qualité, dans de mauvaises conditions, et pas suffisamment rémunérateur pour eux. Je m'en suis ouvert à un ami qui s'appelle Jack Khan, qui est le patron du groupe Novel. Et c'est au cours d'un voyage avec le Premier ministre Ahoussou Kouadio aux États-Unis que la Côte d'Ivoire a eu à prendre la parole et que Monsieur le Premier ministre m'a demandé d'exposer mon projet aux Américains. Et c'est au cours de cette conférence sur la pauvreté dans le monde et comment lutter contre la pauvreté dans le monde que j'ai pu présenter le projet Yanovel, qui est le fruit du rêve de Jack Khan et d'Augustin Thiam, mais qui est aussi le fruit du travail de tous mes collaborateurs parce que nous y avons associé beaucoup de personnes. Ce projet a plu. Et nous avons trouvé les financiers qui nous ont permis de l'exécuter. Pourquoi le nom Yanovel? Yanovel, parce que les gens disent Yamousso, Yamoussou, Yamoussoukro, mais en baoulé, le vrai prénom c'est Yaa. Et Yaa Nso, quand vous comptez en baoulé de 1 à 7, Kun, Nyon, Nsan, Nan, Nou, Nsien, Nso, Yaa Nso a donné Yamousso. Donc nous avons retenu le Yaa. Et nous l'avons associé à Novel. Ça a donné Yaa Novel. Y a-t-il eu des difficultés pour la mise en place de ce projet? Vous savez, il n'est pas de projet sans difficulté. Mais comme on dit, gérer, c'est prévoir. Nous avons réalisé une étude de marché et de faisabilité la plus complète possible. Nous avons identifié tous les projets et obstacles que nous pourrions rencontrer en cours de route. Et à chacun de ces obstacles, nous appliquons la solution que nous avons déjà prévue. Maintenant, en cours de parcours, il peut arriver des difficultés, certes, mais comme le dit l'adage, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les entreprenons pas, c'est parce que nous ne les entreprenons pas qu'elles sont difficiles. Qu'est-ce qui fait la particularité de Yanovel par rapport aux autres partenariats publics-privés?
Écoutez, Yannovel, d'abord, nous avons mis au point une semence pour le riz. Puis, Yannovel prend en charge toutes les charges de production. Le producteur de riz ne dépense pas un centime. Nous lui fournissons la semence, nous lui fournissons les intrants, nous lui fournissons mécaniquement l'assistance pour faire la récolte, nous lui achetons le riz, la totalité de sa production, et nous lui payons soit le même jour, soit le lendemain, et pas avec des bouts de papier, avec de l'argent. Nous achetons ce riz à 175 francs le kilo, alors qu'ailleurs il est acheté à 155 francs le kilo. Et grâce au rendement, le producteur de riz n'a pas besoin d'avoir une grande parcelle pour produire le riz. D'ailleurs, le riziculteur qui l'année dernière a été primé meilleur riziculteur de Côte d'Ivoire par son Excellence le président Alassane Ouattara est un de nos riziculteurs de Soubiakro, Yamoussoukro. Et qu'est-ce qui peut motiver le consommateur ivoirien à choisir le riz local par rapport à d'autres variétés de riz? Écoutez, nous arrivons à mettre au point un riz par des techniques de récolte entièrement mécanisées qui garantissent une hygiène totale. Nous produisons un riz d'une blancheur naturelle. Nous produisons un riz qui est un riz à grains longs et qui ne colle pas à la cuisson. Et moi-même qui vous parle, depuis que nous produisons ce riz, je ne mange plus que ce riz-là. Et les consommateurs vous diront qu'il a un goût exquis. Ensuite, j'en appelle au nationalisme. Nous arrivons à mettre sur le marché un riz de très bonne qualité, localement produit, à 350 francs kilo, alors que le riz importé de même qualité est à 300 francs kilo. Et nous allons travailler pour faire baisser le prix de ce riz-là en dessous de 300 francs le kilo. Et je demande aux Ivoiriens, aux consommateurs de riz, de faire preuve d'un peu de nationalisme et de préférer le riz national au riz importé. Monsieur le gouverneur, vu l'ampleur de ce projet et les besoins du marché, pensez-vous réellement que vous pourrez satisfaire la demande sans difficulté? Sans difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas possible, les difficultés existent. Mais les difficultés ne doivent pas nous freiner. Elles doivent au contraire nous pousser à faire mieux. Oui, nous y arriverons parce que nous venons de boucler, mon partenaire et moi, le financement avec le concours du ministère de l'Agriculture et de la BAD pour la seconde tranche de ce projet. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons aussi passé un accord avec Nestlé pour le café cacao. Nous allons étendre cela, comme je vous l'ai dit, à la pisciculture et à d'autres variétés agricoles. Plongeons-nous dans le passé. Que sont devenues les plantations de café cacao qui jadis faisaient la fierté de Yamoussoukro? Écoutez, en devenant gouverneur du district de Yamoussoukro, nous avons hérité des plantations de Tumbokro, qui, comme vous le dites, faisaient la fierté de Yamoussoukro. Et nous avons un projet, sur le modèle de la riziculture, de réensemencer tout le verger de cacao et de café de la région de Yamoussoukro. Mais aucun investisseur ne viendra investir sur un terrain miné. La plantation de Yamoussoukro rencontre des problèmes de propriété terrienne. La plantation de Yamoussoukro, de Tumbokro, rencontre des problèmes avec ses anciens employés qui ont des retards de salaire, des problèmes de pension. Et nous sommes en train de traiter ces problèmes-là. Dès mon retour à Yamoussoukro, nous allons rencontrer les chefs des villages concernés. Nous allons nous asseoir, discuter, trouver une solution. Parce que je sais qu'eux sont soumis à la pression de leur jeunesse. Et je vais essayer de les convaincre que réensemencer le café cacao à Yamoussoukro leur permettra de résoudre et de lever cette pression à laquelle ils sont soumis. Nous allons aussi, avec la CNPS et nos investisseurs, essayer de trouver les solutions aux problèmes que nous posent les anciens travailleurs de Tumbokro. Et une fois que tout cela sera aplani, le terrain sera suffisamment déminé pour que nos investisseurs puissent venir et que nous puissions, comme je l'ai dit, réensemencer le verger de café cacao et introduire ce cacao que l'on appelle le cacao Mercedes. Avez-vous une politique en direction des femmes et de la jeunesse? Vous savez, hériter, c'est aussi assumer. Ouais. Je dois vous dire que la situation dans laquelle, pour ceux qui est du genre, la situation dans laquelle j'ai trouvé le district de Yamoussoukro ne me convient pas. Nous avons 46 conseillers de district, 6 femmes. C'est largement insuffisant. Nous avons 93 employés dans le district, 17 femmes. C'est encore largement insuffisant. Nous avons un bureau du district de 8 membres, pas une seule femme. C'est encore largement insuffisant. Je crois que quand la nouvelle loi va être présentée au Parlement et qu'elle va, je le pense, être adoptée, avec la caution de nos autorités de tutelle, nous allons essayer de corriger tout cela. Mais en attendant cela, nous avons, en termes de subventions, fait passer les subventions que nous accordons aux différentes associations de jeunes et de femmes à Yamoussoukro de 20 millions à 58 millions.
Nous avons fait passer, par exemple, les prises en charge scolaires. Quand nous sommes devenus gouverneur du district de Yamoussoukro, il y avait environ 715 prises en charge scolaires par an. Nous en sommes à 1512 aujourd'hui. Et nous avons fait passer en chiffres de 37 millions à 70 millions la quantité de prises en charge au district de Yamoussoukro. Et j'essaie de répondre, dans la mesure de mes moyens, positivement aux différentes sollicitations que les femmes nous font au niveau du district. Voilà pour l'instant la politique que je mène vis-à-vis des femmes. Tant je pense que aider une femme, c'est avant tout aider un foyer. Parce que nous, les hommes, il arrive que notre argent se perde un peu ailleurs. Quand la femme garde de l'argent, elle l'investit d'abord dans l'éducation de ses enfants et dans la tenue de son foyer. Donc, aider une femme est quelque chose de très important. Aider les jeunes aussi est quelque chose de très important. Et c'est sur mes deux jambes et sur les béquilles des femmes et des enfants que je m'appuie pour marcher dans le district de Yamoussoukro. Le district de Yamoussoukro a donc beaucoup de projets. Votre dernier mot sur ces projets pour terminer, monsieur le gouverneur? Écoutez, je souhaiterais terminer sur une note d'espoir. Le chômage n'est pas une fatalité. Je voudrais demander aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de croire en ce projet, en cet objectif que nous a fixé son Excellence le Président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'émergence, c'est nous qui la ferons. Ce n'est pas le président Ouattara tout seul dans son palais qui la fera. Chaque Ivoirien doit relever ce défi. Chaque Ivoirien doit s'imposer d'être le meilleur tous les jours dans ce qu'il fait. Donner le meilleur de lui-même à son pays et à l'avenir de ses enfants. Je voudrais terminer sur cette note d'espoir et sur ce message d'espoir que j'adresse à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Merci, monsieur le gouverneur. Le message il est bien passé. Je rappelle qu'on recevait sur notre plateau le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Avec vous, nous avons parlé du développement des régions à travers le partenariat public-privé. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.